Malgré la glorieuse résistance des Espagnols et les succès variés de nos armées en Espagne, l'empereur avait toujours conservé par ses armées une partie de la Prusse et établi le centre de sa puissance militaire au nord à Hambourg dans les mains du maréchal Davout. Le maréchal était digne de la confiance de l'empereur par sa belle conduite à Yannin et par un dévouement qui ne connaissait pas de bornes. Les conditions du traité s'étaient rétablies relativement à Angleterre ne devions avoir de valeur plus 3 ans. L'empereur Alexandre était embarrassé de la situation où se trouvait son commerce et la production de son empire, ne trouvant plus de débouchés, puisque l'Angleterre ne voulait plus les admettre. Les grands propriétaires de l'empire, qui appartenaient à la haute noblesse, murmurions dans un pays où les conspirations s'attaquent d'abord à la vie du souverain. Il est peut-être plus dangereux qu'ailleurs de fractures longtemps les passions, les intérêts des grands, puisqu'il n'est pas besoin de s'élever les peuples, et que 3 factieux féroces et quelques soldats dissidents du sort du souverain de l'Empire. Cette considération a dû influer sur la nouvelle détermination de l'empereur Alexandre. Il était d'ailleurs peu content de son allié Napoléon. Les rigueurs exercées sur les Prusses lui donnaient de l'humeur. La souveraineté de l'Italie le contrariait. La domination française dans ce pays et la possession des 7 îles vénitiennes si voisine de la Grèce, lui montrant une surveillance puissante est un ennemi terrible. Si vous voulez une chute revenir aux anciens projets de Catherine sur l'Empire ottoman, il commença donc par se reprocher tout doucement de l'Angleterre. Ce rapprochement mécontenta l'empereur d'abord a-t-il senti vivement toutes les conséquences, toutes les puissances du continent étaient blessées dangereusement. La Russie seule avait conservé toute l'énergie de sa force immense. L'empereur résolut de l'attaquer. Il ne fit pas cependant avant d'avoir puisé tous les moyens de conciliation et lorsqu'il fit, l'ennemi bien résolu à ne pas se reprocher, il entra en campagne. L'empereur Alexandre croyait avoir tout disposé, mais les premières attaques féroces et vives qu'il prévit alors qu'il fallait tout employer, tout sacrifier pour rester vainqueur dans cette lutte chiante. Il commença par faire la paix avec les Turcs. Malheureusement pour la France, l'empereur Napoléon crut qu'il était vain connaîtrait trop bien ses intérêts pour faire la paix avec son plus mortel ennemi. Au moment où cet ennemi allait être suffisamment combattu, il pensait qu'il est divin, suivant son ancienne maxime, laissant les chrétiens se faiblir par les guerres. Il profiterait de leur puissance si l'on peut les attaquer au moins pour obtenir un repos qui fait sa sûreté. L'empereur négligea de faire partie son ambassadeur, le général Blanc, que celui-ci avait à peine éteint. Les frontières turques qu'il a pris, les pays étaient conclus entre les portes ottomanes et la Russie. Napoléon avait un autre ennemi, Don Bernadotte, prince royal de Suède, qui croyait devoir être resté attaché à ses succès. Je n'ai jamais su comment il a pu demeurer indifférent à l'évasion de ce général. Peut-être était-il bien aise le voir éloigné et accoutumé à tout obtenir par la force et à mépriser les anciennes manœuvres diplomatiques. Sans doute, il ne crut pas que Bernadotte peut être en état de lui nuire. Cependant, le prince royal des Suèdes fit un plan de résistance tel qu'aurait pu lui donner l'ennemi le plus acharné de la France. À sa politique comme prince des Suèdes, il choisit sa haine comme ennemi de Napoléon en donnant d'habiles et de funestes conseils à la Russie et en faisant revenir le général Moreau pour le mettre à la tête d'une armée russe et pour envahir la France. Et comme chef de parti,
Cette campagne qui commença d'une manière si brillante et à laquelle il ne manquait qu'un peu de sagesse peut s'arrêter à temps droite une partie de ces désastres à cette fatale conviction de l'empereur qu'on céderait toujours et que des humiliations coulées ne produiraient rien jumelé fureur impuissante chez trône tant douter pour ne pas être forcé de répéter que le roi de Naples contribua beaucoup à nos malheurs en entraînant l'empereur dans une funeste sécurité. Les Russes caresseront les rois, enivreront les perfides loges qui avaient malheureusement trop d'empire sur lui. C'était le héros des Français, le duc Isclane. Les bailleurs du siècle, il était l'appui de trône, le soutien de la gloire nationale. On ne voulait traiter qu'avec lui toutes les concussions qu'on pouvait faire sans danger. On les offrait. Heureux qui voulut les accepter. On attendait avec impatience le retour du courrier envoyé à l'empereur Alexandre. Et l'on signerait à l'instant la paix avec lui. Le roi de Naples, qui déjà avait pris des engagements particuliers avec l'Autriche pour son maintien sur le trône de Naples, fut enchanté de trouver dans les Russes une nouvelle garantie de sa sécurité. Et il entretint l'empereur dans une funeste illusion qu'il partageait. Cependant, les débris encore brassés de Moscou devions leur apprendre qu'un souverain qui a pris une telle mesure ne signerait jamais une paix en deux. Aussi, les Russes faisaient-ils tout le préparatif pour assurer vivement l'armée française dans sa retraite. On sait tout les désastres de cette campagne, tandis qu'elle se paraît. La vie de Paris fut témoin d'un prodige tel qui se manifeste quelquefois à la vie des grandes convulsions de la nature. Ce que toute Europe armée n'osait pas penser depuis 20 ans, la conquête de Paris. Un seul homme en prison, sans amis, sans argent, sans réputation, eut l'audace d'exécuter un feu sur le point de réussir. Je vais servir avec Mallet comme officier d'état-major en 1793. Cet homme avait de l'exagération dans l'esprit, de la singularité dans le caractère et était tourmenté d'une sombre mélancolie qui le rendait taciturne et peu agréable. Ses camarades de l'élévation du général Bonaparte à l'Empire lui avaient déplu et il ne l'avait pas caché. La perte de la liberté et peut-être aussi le chagrin de se voir arrêté dans sa carrière contre ceux qui étaient au moins si qui lui s'élevant au plus haut grade et acquérant une grande réputation, il fit entrer dans je ne sais quelle conspiration mal conçue composée de ces vieux restes des Jacobins des rues qui ne prenaient que le furieux peu conseil sans moyen de pouvoir réaliser leur misérable projet. Mais il peut arrêter tous les états du complot mis sous les yeux. L'empereur lui fit rehausser les épaules de pitié et après quelques années de prison, il obtint d'habiter une de ces maisons de santé qui entourent Paris, qui sont peu les polices des espèces de séminaires où l'on retenait avec une surveillance exacte cependant ceux qu'on ne pouvait pas juger et qu'on craignait encore de rendre à la société. Depuis 26 jours, on était sans nouvelles de l'armée, des sinistres bruits commençaient à circuler lorsque Merlin, après avoir combiné son plan avec un abbé Constant qui avait partagé sa captivité, franchit les murs de sa prison, se couvre de l'uniforme de maréchal de camp et se présente vers 4 heures du matin à la caserne de la Légion municipale. Et là, éveillant le colonel, il lui dit avec un visage consterné que l'empereur que le Sénat se semble peu rendre à la France le gouvernement républicain et qui, lui, m'a nommé commandant de Paris. Vient prendre 6 hommes de régiment pour se porter à l'hôtel des villes et protéger le Sénat qui s'y ressemble. À cette funeste nouvelle, le colonel fut saisi d'abord
d'épouvante et ses regrets pour son empereur lui font verser des larmes et jeter des cris. Les désordres de son âme ne lui permettent pas de réfléchir sur la nouvelle, ni d'envisager l'homme suspect qui levait devant les yeux. Il donne ordre de ressembler la garde est accablé par son désespoir. Il laisse les maîtres du succès de son imposture. Ce mot de république qui rappelait la licence et fit passer sur ce mot des morts de l'empereur. Les promesses les plus brillantes, les séductions, les décisions, mais les faits, tout croire aux officiers. Chaque soldat sera gratifié d'un grade d'une haute paille. On donne aux officiers des bons, des 20 000 francs, des 50 000 francs même sur le trésor public, car cette arme avait tout prévu, s'est fait rapidement suivre par 400 hommes et va chercher ses complices, les ministres de la France dans la prison de la force. Il a été depuis quelque temps adjudant du général nommé Guidal, le général Lauri, dont j'ai déjà parlé. Tous deux avions servi avec mais n'avions plus entendu parler de lui. Tous deux ignorions ses projets. Mais il se fait ouvrir la prison. Réclame ses deux anciens camarades, débite la grande nouvelle et sur le reçu du concierge de livrer les prisonniers. Il signe leur liberté, fait entrer du sang homme et s'est fait conduire à la chambre de Lauri. Le premier mot de Malifeu, c'est lui dire « Vous êtes ministre de la police. Réveillez-vous, habillez-vous et suivez-moi. » Le pauvre Lauri, revoyant après 12 ou 7 ans dont il n'avait jamais cru la tête bien saine, crut rêver et se frottait les yeux en le regardant. Enfin, l'assurance de la mort de l'empereur, cela ressemblait le retour à la République, lui feront croire que c'était une révolution, comme notre histoire récente ont fourni tant d'exemples. Il se lève, s'habille, trouve si son homme à la porte guida à ses côtés et il s'en va droit chez le ministre de la police. Celui-ci était encore couché. La troupe entre tranquillement où sont aux cercles. Les soldats trouvant la porte de la chambre du ministre fermée en brisant les panneaux du premier coup de grâce. À ce bruit, le ministre réveillé sauta bas de son lit en chemise et les pieds nus. Il se lance contre les assassins. Il les saisit et traitait avec les plus grands outrages. Et c'est le cas de vue de Lauri, son prisonnier, est au cri de la mort de l'empereur qui commence à comprendre qu'il est victime d'une révolution. Il obtient avec peine la permission de s'habiller. Et Guida le conduisit, escorté par un détachement à la prison de la force. Sur le pont-neuf, il s'alança du cabriolet, mais rattrapé bientôt. Il arriva en prison. Le concierge, les voyant, s'est mis à pleurer. Savary lui dit à l'oreille: « Je te vois dans le plus loin de vos cachots et caché à la clef. Tu sais ce que c'est que tout ceci, mais cela s'éclaircira. » Un moment après, le préfet de police fut amené aussi dans la prison. Un détachement était venu le prendre chez lui et l'avait entraîné pendant que les chefs de la police étaient ainsi traités. Mais il s'est présenté chez le général Hulin, commandant la division militaire à la ville de Paris. Le général s'est levé pour recevoir un ordre du ministre de la guerre. Qu'on ne pouvait remettre qu'à lui-même, mais il était accompagné de quelques officiers de sa troupe. En abordant le général, il lui dit avec le plus grand sang-froid et d'un air grave posé: « Il m'est bien dur, monsieur le général, de remplir contre vous une rigoureuse commission. J'ai ordre de vous arrêter. » Hulin se recule. Et au visage mêlé qui reconnaît: « Quoi? C'est vous, Malais? M'arrêtez-vous, prisonnier? Comment êtes-vous ici? Que faites-vous ici? » Le premier, c'est moi, Giselin. Cela m'a bouleversé, Malais continue en lui débitant sa fable.
Cependant, cette arrestation, cet ordre d'aller en prison ne pouvant pas s'arranger dans la tête du général et réunir saucisse de la mort de l'empereur. À son emprisonnement, a-t-il fini par exiger qu'il lui montrât son ordre. Très volontiers, lui dit celui-ci. Voulez-vous bien passer dans votre cabinet? Il tourna les dos, entre dans ce cabinet, et comme il se retournait, il tombe frappé d'une balle qui lui traversa la tête, tombé par terre. Il vit son assassin qui le regardait froidement et qui se disposait à lui cacher au second de coup. Quand les croyant morts, il se retira, il traversa gravement la place Vendôme, se rendit à l'état-major. Il s'était fait devancer par une lettre qui annonçait à l'adjudant général N qu'il était promu au grade de maréchal des camps. Celui-ci, en le voyant, ne peut dissimuler son incertitude que entre son devoir et son ambition. Il avait peut-être cédé entrer au rangement lorsque les chefs de la police militaire, le vieux colonel de la Borne, entre dans l'appartement. L'aspect de cet homme fit juger à Manet qu'il ne pouvait être ni trompé ni séduit. Il allait lui faire sauter la cervelle lorsque la Borne le saisit brusquement par le bras, appela au secours et fit arrêter. C'est le Borne était un vieux soldat qui, depuis longtemps retiré du service actif, avait choisi Paris pour son camp, étant en effet le théâtre de son observation, attaché le police sur tous les régimes. On ne pouvait plus lui imposer par des illusions. Après avoir passé sa jeunesse au milieu de tous ses vices, il trouvait ses jouissances et les poursuivait à user de son privilège avec tout le despotisme dont les subalternes de cet ordre trouvaient tant de plaisir à accabler la canaille, les wrongs, les dignités, la gloire, les vertus, les crimes heureux, tout sacré pour eux jusqu'au moment où la fortune arrive. Alors ils foulent tout aux pieds et vous ne devez plus en attendre ni cœur ni pitié. D'abord avez vu Manet en prison au premier bruit de l'emprisonnement du ministre de la police. Ils se mettent à la tête d'un peloton d'infanterie se rendent au ministère. Ils trouvent Laurie tranquillement établi à crier des ordres après une œuvre a été donnée à l'hôtel de ville. Il le fit saisir brusquement, les féliers sur son fauteuil, lui adressant des reproches qui éclaireront les malheureux Laurie sur l'extravagance de Manet. Ils se rendent ensuite à l'état-major. Fait arrêter celui et de l'accueillant à la prison. Ils ont fait sortir le ministre et le préfet de la police. Celui-ci rentre chez lui. Mais comme les soldats qui l'avaient arrêté remplissaient encore la maison, ils le poursuivront. Il fut heureux de trouver un refuge dans une maison voisine. Toutes ces scènes digne de 1001 nuits. C'était passé entre 5 et 8 heures du matin. Avant 9 heures, tout était terminé. Les heureux habitants de Paris, en ouvrant les yeux, appreurant l'événement et s'en amuseront par les plaisanteries de ses bons goûts.